on est au cœur du cycle de conférences sur la Seconde Guerre mondiale, dans le cadre de l'exposition que beaucoup d'entre vous ont pu voir, qui se trouve dans le hall de Pierre Vive sur la vie quotidienne dans l'Hérault pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc cette exposition est en place jusqu'au mois de mai, au début mai, donc vous avez encore beaucoup de temps pour la voir. Et vous pourrez ainsi aussi en parler à vos proches qui peuvent être intéressés par la thématique. Donc ce cycle de conférences se poursuit après Jean-François Murassiol avec Hélène Chaubin. Donc Hélène Chaubin est professeure agrégée d'histoire. Elle a commencé sa carrière en 1955 à Saint-Cloud. Elle a été ensuite professeure en Corse et elle a fini sa carrière au lycée de Béziers. Donc elle était correspondante à la fois pour la Corse et puis pour l'Hérault, pour le comité d'histoire de la Seconde Guerre mondiale, puis pour l'Institut d'histoire du temps présent, qui sont des structures rattachées au CNRS. On va citer 2 ouvrages. Donc elle a publié notamment La Corse à l'épreuve de la guerre, et en 2015, elle a fait la somme sur l'Hérault dans la guerre. Donc c'est un travail très fouillé, basé notamment sur nos archives départementales, sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale dans l'Hérault. Donc c'est à ce titre qu'elle est ici. Elle a aussi écrit de nombreux articles sur la résistance des femmes, par exemple, sur les étrangers aussi durant la guerre. C'est une cheville ouvrière également du Métron, le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier. Elle fait partie de l'association Métron-Languedoc-Roussillon qui œuvre depuis plusieurs années pour rédiger des notices qui concernent notre région. Donc je la remercie beaucoup d'être présente ici. Donc ça s'inscrit dans, comme je disais, un cycle de conférences. En janvier, on a une autre conférence avec Véronique Sassetti-Aguilera qui est présente ici, qui est la commissaire de l'exposition sur les chansons pendant la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, en février, on aura 2 jeudis de l'histoire qui seront consacrés à la fois au fond de la Wehrmacht qui est conservé à la Bibliothèque universitaire de Montpellier par Mathieu de Sachy, qui était l'ancien directeur des bibliothèques universitaires de Montpellier, qui est aujourd'hui le responsable de la bibliothèque des médiathèques de Aix. On aura ensuite, fin février, une intervention sur le musée Favre pendant la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, des interventions avec Elisabeth Perrier, qui est présente ici également, sur les rafles dans l'Hérault. Solène Michon évoquera le sort de la Ruche du Midi, qui était une entreprise très importante dans la région à cette époque. Et on aura après également une intervention de Pierre Maraval, qui est docteur en histoire du droit et avocat, qui a fait une thèse sur les procès de la Libération notamment. On reviendra sur ces questions au fil des semaines qui arrivent. Donc je cède maintenant la parole à Hélène Chaubin. Merci. Alors je vais un peu l'aider par rapport au diaporama. Merci Philippe. Et merci à vous d'être là. C'est une occasion de reparler d'un épisode de notre histoire qui n'a pas été complètement éclairci. On parle encore en ce moment, d'ailleurs, on parle un peu plus que d'habitude de Pétain. Pourquoi ? Parce que le personnage n'a pas fait l'unanimité, ni dans un sens, ni dans l'autre. Et c'est un peu normal, vous savez, les mystères de l'histoire sont bien nombreux. Alors là, il s'agit de cette rencontre de Montoire qu'il a sollicité et qui est resté dans la mémoire, non pas comme une question claire, nette, qui a donné des résultats, mais comme une initiative tout à fait étrange.
Je ne crois pas que dans l'histoire de notre pays, il y a eu beaucoup de chefs d'État qui, au lendemain d'une grave défaite, soient allés solliciter l'amitié du vainqueur. Et le vainqueur était Hitler. Il faut bien se rendre compte qu'en 1940, puisque là, cette rencontre de Montoire a eu lieu en octobre 40, Hitler n'avait pas encore l'image assez terrible qu'il a acquis par la suite, jusqu'à sa mort évidemment, et pendant tout le temps de la guerre. Il était quand même connu déjà en 40 pour un dictateur redoutable et pour quelqu'un qui ne faisait pas de cadeaux, ni aux Allemands d'ailleurs, ni aux pays vaincus. Montoire, c'est un lieu de rencontre. C'est Hitler qui a choisi l'endroit, c'est Pétain qui avait sollicité cette rencontre. Il ne l'a jamais clairement reconnu, mais on en a des preuves. Voilà, donc petite ville du Loir-et-Cher qui a une gare qui est située, la voilà, c'est telle qu'elle était lorsque Hitler et Pétain se sont rencontrés. Elle est située à l'écart de Montoire. Il n'y a pas de maison autour. C'était une des raisons pour lesquelles Hitler a choisi l'endroit. L'autre raison, c'est qu'il voyageait à travers l'Europe en train dans cette période de l'automne 1940 et il savait qu'il y avait là cette petite ville où on pourrait avoir une rencontre discrète. Son train blindé ne serait pas entouré par les habitants. Et puis, à côté de la gare, il y avait un tunnel ferroviaire, il existe toujours d'ailleurs, et si jamais le train était attaqué par la RAF, c'était possible, on pourrait mettre le train blindé à l'abri dans ce tunnel. Pourquoi pouvait-on craindre une attaque de la Royal Air Force? Eh bien, c'est que, vous savez ce qu'on a appelé la bataille d'Angleterre, venait juste de se terminer. Tout l'été qui avait précédé, les Anglais avaient subi des bombardements intensifs, en particulier sur Londres. Le gouvernement anglais avait tenu, la famille royale d'ailleurs, il n'était pas parti. Et malgré cette souffrance incroyable, l'Angleterre n'a pas capitulé. Mais, vous savez, c'est seulement le 12 septembre, là c'est le 24 octobre, c'est le 12 septembre après que les bombardements allemands avaient cessé. Donc, et l'Angleterre restait en guerre. Donc, Hitler pouvait redouter une attaque pendant son voyage. Il voyageait à travers l'Europe autrement en pays conquis, puisque il ne restait que l'Angleterre comme adversaire. C'est une question d'ailleurs qu'il voulait résoudre. Il voulait en finir avec l'Angleterre. Là, c'est un échec, hein, les bombardements de l'été. Mais il voulait en finir parce qu'il avait l'intention de se retourner contre l'ennemi principal, c'est-à-dire l'URSS. L'URSS du temps de Staline. Alors, là, il avait justement rencontré Franco.
la veille de Montoire, le 23 octobre, il était allé en Espagne, la rencontre avait eu lieu à Hendaye, et il avait demandé à Franco son alliance militaire. Il souhaitait que les Espagnols rentrent dans la guerre aux côtés de l'Allemagne. Franco avait refusé. Pour deux raisons. D'abord parce que l'Espagne était exsangue après la guerre civile. Ensuite, parce que Hitler ne voulait pas accepter les conditions que, éventuellement, posait Franco. Franco avait demandé, en échange de cette alliance, que lui soit cédé le Maroc et l'Oranie. Hitler avait trouvé que c'était trop exigé. Et par conséquent, là-dessus, ils n'ont pas pu se mettre d'accord. Alors il était furieux. Avec son entourage, il a traité Franco de tous les noms. Mais cette entrevue d'Hendaye, vous les voyez côte à côte, n'a pas donné les résultats que Hitler escomptait. L'alliance de l'Italie, il l'avait. L'Italie était chargée de garder la Méditerranée. Et de la France, qu'attendait-il? Puisqu'il avait accepté la demande de Pétain de le rencontrer. Est-ce qu'il attendait de nous une alliance militaire contre l'Angleterre? C'est-à-dire retournement complet d'alliance. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas cela. Je crois qu'il avait d'autres demandes. D'abord, il espérait que la France, qui était quand même une nation riche, allait payer le fait qu'elle était entrée dans la guerre contre l'Allemagne. Même si Pétain venait lui dire « moi je ne le voulais pas, ce n'est pas moi, c'est Daladier », la France avait déclaré la guerre et ça, il voulait que la France, dans ces conditions, paye le prix de la guerre. Alors donc, demander à la France de payer en grande partie le prix de cette guerre, on l'a fait. Et ceux qui ont connu cette époque, je l'ai connue dans ma petite enfance à Paris, savent que la France a été mise à contribution dans tous les domaines de la production, pas seulement dans le domaine alimentaire, dans le domaine industriel, etc. Mais on peut se demander alors qu'attendait, à part le pillage des ressources françaises. Eh bien, nous avions l'Angleterre comme alliée, et l'Angleterre était toujours en guerre. La demande de Hitler à Pétain, ça a été de rendre des services contre l'Angleterre. Par exemple, utiliser les ressources africaines. En quelque sorte, enfermer l'Angleterre. L'Angleterre et la France avaient toujours été rivales en Afrique. Alors, comment? Bon, il y a les ressources de notre empire africain, mais il y avait aussi les bases où les forces navales pouvaient s'abriter. D'ailleurs, ça n'allait pas très bien de ce côté-là avec l'Angleterre, puisque peu de temps avant la rencontre de Montoire, il y a eu le drame de Mers el-Kébir. Vous savez certainement ce qu'est Mers el-Kébir. Les Anglais avaient souhaité que notre force maritime ne soit pas mise à la disposition des Allemands.
hein. Donc, que notre flotte ou gagne des ports anglais, ou, parce que ça, c'était difficile à demander à des marins français, ou bien gagne les Antilles, pour que les Allemands ne puissent pas y toucher. En tout cas, faire en sorte que la flotte ne soit pas mise à disposition des forces allemandes. Et à Merselkebier, comme l'amiral qui commandait la flotte française n'a pas voulu remettre les vaisseaux dans les mains anglaises, finalement les Anglais ont tiré sur nos navires et la plus grande partie de la flotte a été endommagée ou coulée. Alors ça pouvait donner à Hitler l'idée que les relations franco-anglaises étaient au pire et que peut-être les Français arriveraient à jouer le jeu des Allemands. Qu'est-ce qu'on nous demandait? Eh bien, des bases essentiellement. La possibilité d'empêcher aussi l'Afrique équatoriale française de basculer, c'est à quoi s'employait De Gaulle, et de basculer du côté des Anglais. Bref, cela était à la portée des Français, comme la seule chose que ne voulait pas Hitler, que ne voulait pas Pétain, c'était une alliance militaire avec l'Allemagne, mais donc il préférait effectivement cette stratégie indirecte, nuire à l'Angleterre, empêcher les initiatives de De Gaulle et des Anglais, affaiblir l'Angleterre, qui était seule désormais, et nous l'avons fait d'ailleurs. Quelques mois après, les protocoles de Paris ont cédé des bases en Afrique du Nord et même en Syrie d'ailleurs. Voilà, alors de son côté, Pétain était venu à Montoire avec l'idée de gagner en quelque sorte l'amitié, sinon l'amitié tout au moins, la bienveillance de Hitler. En se disant, Pétain admirait Hitler, en se disant prêt d'abord à respecter la neutralité française, à respecter les clauses de l'armistice qui étaient rudes pour nous, et aussi à s'engager dans le projet européen allemand, un ordre nouveau, comme disait Hitler, dans lequel la France s'insérerait, ce qui signifiait qu'elle changeait de régime. Là, vous avez la carte de la France après les conventions d'armistice du mois de juin 1940. Vous voyez deux parties. Une partie complètement occupée par les Allemands au nord, une partie dite libre au sud. Ce département de l'Hérault en faisait évidemment partie, la France non occupée. Libre, c'était beaucoup dire, parce qu'il était quand même entendu, même pour le Sud, que les administrations françaises se mettraient au service des administrations allemandes, par exemple la police, pour ne donner qu'un exemple. Regardez aussi cette carte avec le nord et le nord-est de la France entamés, c'est-à-dire des territoires où que les Allemands avaient annexés, ils avaient récupéré l'Alsace et la partie industrielle de la Lorraine. La France du Nord était interdite
au retour des réfugiés qui étaient partis, il fallait que les Allemands acceptent. La Belgique était déjà annexée, c'est-à-dire qu'il fallait s'attendre, si la paix arrivait et que Hitler était vainqueur, il fallait s'attendre au morcellement de la France. C'était un danger très grand et je pense qu'en entendant Pétain parlait de l'unité française qui serait respectée grâce à l'amitié franco-allemande, c'était trop demandé. Hitler est venu à Montoire avec l'intention de ne rien céder du tout sur les conventions d'armistice, qui étaient très très favorables à l'Allemagne. Il ne voulait pas non plus toucher à la ligne de démarcation qui séparait les deux France. Et il n'avait pas projet de régler le sort des Allemands, des prisonniers, parce que la guerre étant arrêtée, en principe, si la paix intervient, on se rend parfois les prisonniers. Ça, c'était un vœu de Pétain, mais ce n'était pas l'intention de Hitler. Voilà, alors vous voyez, les deux hommes se sont rencontrés avec des objectifs très différents, mais ils se sont rencontrés dans la discrétion. Il n'y a pas eu de presse invitée, il y a eu un photographe, un Allemand, et il n'a pas été question de signer une convention à la fin. Hein. Ça s'est fait, c'est une rencontre discrète, qui n'a pas un caractère vraiment officiel. Et elle s'est terminée sans qu'aucun nouvel accord soit signé. Comme la presse n'était pas là, les gens ne savaient pas ce qui s'était dit et ne savaient pas non plus si un texte sortirait finalement. Il n'en est jamais sorti, sauf que le photographe avait pris des notes accompagnant chacune de ces photos, et ces notes ont été conservées, mais nous n'en avons eu, les historiens, n'en ont eu connaissance qu'en 1961. Voyez. Donc une rencontre qui n'était pas analogue aux grandes rencontres officielles que parfois, évidemment, qui sont conclues en général par un texte. Hein. Là, il n'y a pas eu de texte. Il y a eu une simple émission radiodiffusée de Pétain qui n'a pas précisé, et il ne pouvait pas le faire, il n'y avait rien, on n'avait obtenu aucun avantage. Donc il n'a pas évidemment parlé du prix que demandait l'Allemagne. Donc la presse était dans l'ignorance, elle n'avait pas de photos ni de texte. C'est cette photo, la poignée de main, d'ailleurs n'a pas été tout de suite diffusée, et quand elle l'a été, elle a beaucoup surpris. La rencontre s'était faite dans le salon blindé du train de Hitler. Et ce qu'a fait, et c'est ça qui a été retenu, cette rencontre, cette poignée de main, ce qu'a fait Pétain, c'est de proposer à Hitler la collaboration. La collaboration. C'est un mot très lourd de signification, la collaboration. En quoi consisterait-elle à partir du moment où les Allemands posaient leurs conditions? Ça n'a pas été su tout de suite. On l'a vécu après. Voilà tout. La presse, j'ai regardé la presse du lendemain de Montoire. Il y avait deux journaux locaux qui étaient l'Éclair, journal conservateur, et le Petit Méridional, journal radical. Aucun des deux n'a évidemment critiqué ce que Hitler avait dit ou fait,
Et ça, j'ai trouvé que les articles que vous voyez là étaient des petits articles, hein, pas illustrés forcément, hein, mais ils auraient pu photographier mon toit après tout. Et donc, il y a une espèce de perplexité qui s'est installée dans notre pays. Et quand on s'est rendu compte que peut-être cette rencontre n'avait pas donné de résultats, ou alors que les résultats étaient secrets, peut-être. Voilà. C'est une chose. Alors, les Allemands ont su simplement ce que Pétain avait offert. Et quand Pétain est revenu à Vichy accompagné de son chef de cabinet, il a dit, le chef de cabinet lui a demandé s'il était satisfait de l'entrevue, et Pétain lui a dit, oh mais c'était une simple conversation, un tour d'horizon entre soldats. Ça, c'est la posture. Il voulait se donner l'image du soldat qu'il avait été. Il était maréchal de France. Il avait acquis sa célébrité à cause de la Première Guerre mondiale. Il aimait bien se poser en soldat parlant à d'autres soldats. Mais là, évidemment, l'enjeu était un peu différent. Il était à la fois politique et économique. Et c'est ainsi que la rencontre de Montoire s'est terminée, vous voyez, sans que les clauses de l'armistice aient été modifiées, mais avec, de notre côté, un engagement quand même de servir les intérêts de l'Allemagne sans aller jusqu'à l'alliance militaire, des engagements que nous avons bien été obligés de tenir par la suite. Mais vous savez, dans la première partie de cette guerre, c'est-à-dire des années 40-41 jusqu'en 42, beaucoup de gens ont cru que Hitler jouait double jeu, qu'il avait voulu tromper, que Pétain jouait double jeu, excusez-moi, que Pétain jouait double jeu, et que en réalité c'était pour tromper Hitler, ce qui est une illusion qui a longtemps duré, hein, le double jeu. Alors on accusait, lorsque les gens étaient choqués par l'idée de collaboration, on accusait Laval, que Pétain venait de faire chef du gouvernement à Vichy, et Pierre Laval, lui, il était vraiment partisan de l'Allemagne, de la victoire de l'Allemagne, vous voyez. Et il n'avait pas la popularité de Pétain. Donc on lui a imputé les responsabilités. Et à lui, et puis à son ami allemand, l'ambassadeur d'Allemagne, Otto Abetz, ils s'entendaient bien tous les deux, et c'est eux qui avaient organisé Montoire. Donc, perplexité générale, et on ne savait pas ce qui allait suivre de cette rencontre. Je crois que tout le monde a été tellement surpris par cette offre de collaboration. L'Allemagne était quand même notre ennemi héréditaire. Il y avait eu la Deuxième Guerre, mais la Première Guerre, il y avait eu 1870. Alors, ça a tellement surpris que je crois que ça fait un peu comprendre ce qui s'est passé donc à Vichy, où Pétain est revenu, où il venait quelques semaines avant d'installer son gouvernement, de mettre Laval à la tête d'ailleurs, et où les députés, les parlementaires, avaient été très nombreux à suivre Pétain. Je dis ça pour commencer à faire mesurer la popularité de Pétain.
il, il était aimé. Il avait tiré de la Première Guerre une aura, une confiance. Le vainqueur de Verdun. Il se présentait un peu comme le père de la nation. Les seuls 80 députés avaient osé lui refuser les pleins pouvoirs à Vichy en juillet. Donc, il avait les pleins pouvoirs en France. Et dans la France Sud, qu'on a appelé parfois le royaume du maréchal, il avait l'intention de mener une politique qui le rapprocherait des dictatures qui fleurissaient partout dans l'Europe de ce temps-là, et qu'il appelait, lui, une révolution nationale. La révolution nationale, c'était l'idée de Pétain pour la France. Alors, régime autoritaire, ça va de soi. D'ailleurs, il avait dit après Montoire, je ne vous ai parlé comme un père, maintenant je vous parle comme un chef. Et à grand renfort de propagande, ça a été une période de propagande effrénée. Vous avez sous les yeux la Francisque maintenant, qui était la hache dont se servaient les Gaulois autrefois. Avec le bâton de maréchal, la Francisque, c'était la décoration que méritaient ceux qui adhéraient au projet de Pétain. Une décoration qui a pesé lourd après pour certains parce que ça rappelait leur entente avec le régime de Vichy et avec la collaboration avec l'Allemagne. Il y avait aussi avant peut-être une autre image, là vous le voyez. Alors, travail, famille, patrie, c'était la nouvelle devise. Travail, famille, patrie, et vous voyez sur cette image qui a été très répandue, les travailleurs, c'est-à-dire l'agriculteur, l'ouvrier d'industrie aussi. Et puis vous voyez le rôle de la femme entourée d'enfants. Voilà. La femme entourée d'enfants qui doit faire beaucoup d'enfants pour que la France puisse prospérer. Voilà, chacun avait son rôle. J'ai remarqué que la Tour Eiffel, elle était loin derrière. Hein. Bon, c'est vrai que c'est un peu un retour au provincialisme aussi. Il a ranimé tout un folklore, ça a fait plaisir, bien sûr. Et il veut un régime traditionnel, vous voyez. Il ne veut pas se précipiter vers le futur. Il a des valeurs qui sont anciennes, qui sont enracinées, qu'il partage avec beaucoup de Français d'ailleurs. Cette popularité de Pétain, elle a quand même beaucoup aidé les Allemands aussi. Parce que si Pétain choisit la collaboration et que les Français, dans leur majorité, suivent Pétain, alors, pour les Allemands, c'est gagné. Ça facilite les choses. C'est ainsi. Il a jamais pu s'opposer aux exigences allemandes. Je ne crois pas d'ailleurs qu'il ait vraiment essayé. Je dis de s'y opposer. Hein. Bien, dans ces conditions, j'avais posé la question, est-ce que c'est la voie qui mène à la résistance parce que les Français s'insurgeraient, parce qu'ils n'accepteraient pas, parce qu'ils se diraient notre chef joue double jeu, certainement, il a un projet, il va tromper les Allemands. Et alors, si à ce moment-là, donc, est-ce qu'il a
nourrit l'esprit de résistance ou pas. L'esprit de résistance, je ne crois pas que ce soit Montoire qui l'ait nourri. Je connais de grands résistants qui ont continué à aimer Pétain et à lui faire confiance et à accepter sa propagande vous savez, les écoliers qui chantaient chaque matin « Maréchal, nous voilà », on timbrait les enveloppes à l'effigie de Pétain, et puis les moindres déplacements de Pétain étaient préparés et faisaient affluer les foules qui apparemment aimaient encore beaucoup le vainqueur de Verdun. Ça a duré d'ailleurs jusqu'à ce que les Allemands changent de politique et envahissent le Sud. Ici, on s'en souvient, en novembre 1942, on a vu arriver les Allemands qui ont occupé toute la France. Avec beaucoup de raisons d'ailleurs, parce que ça suivait le débarquement des Alliés en Afrique du Nord. Il s'agissait de fortifier le littoral méditerranéen et il s'agissait par conséquent de faire un Sudval qui serait un peu l'analogue du mur de l'Atlantique. Donc ça a été fini la pseudo-liberté de la France du Sud, et ça a montré que la politique, la proposition d'amitié, de collaboration, d'adhésion à une Europe nouvelle avec des régimes forts, ça a montré que ça n'empêchait pas l'Allemagne de suivre son chemin et de peser sur nous, qui n'avions plus du tout de liberté d'ailleurs, de plus en plus fort. Et les Allemands réquisitionnaient pour nourrir leur population et leur armée beaucoup de produits alimentaires, comme ils réquisitionnaient beaucoup dès la première période de produits industriels pour servir à l'effort de guerre allemand. Donc la collaboration, elle a marché, ça, aucun doute. Mais ça n'a pas été, ça ne nous a pas apporté, si vous voulez, de faveur, de soulagement, de concession. Non, il n'y en a pas eu. Donc ça a facilité pour les Allemands leur politique d'exploitation du pays, mais ça ne nous a rien apporté, quoi qu'espérait le maréchal d'ailleurs. Voilà pour ce qui est des résultats de la collaboration. Alors, est-ce que la résistance a quelque chose à voir avec Montoire? Moi, je dirais non. Non, parce que justement, il y a eu cette illusion qui a été fâcheuse. Fâcheuse. La résistance, elle existait, elle avait été lancée en juin par l'allocution à la BBC de Gaulle. Il y avait déjà la France libre. Et puis, il y avait ceux qui avaient quitté la France à l'appel de Gaulle pour se rendre en Angleterre. En France, la résistance, à l'époque de Montoire, n'était pas du tout organisée, je ne veux pas dire ça. C'était de petits groupes qui, ici ou là, séparés les uns des autres, avaient commencé à se positionner contre l'Allemagne, contre l'occupant, pour faire n'importe quoi, mais pour faire des choses qui n'étaient pas encore déterminées, qui n'étaient pas encore organisées. Donc, c'était une résistance naissante que Montoire n'a pas du tout contrariée, je crois, bien au contraire, parce qu'il y avait assez de gens éclairés en France pour savoir ce que ça allait nous apporter et ce que cela signifiait. Mais quand, par exemple, il y avait deux commissions d'armistice, une italienne, une allemande, puisque nous avions en face de nous deux vainqueurs. Et il y avait deux commissions d'armistice, l'une à Turin, l'autre à Wiesbaden. Les délégués
de ces deux commissions sont venus en France pour veiller à ce que les clauses d'armistice soient respectées. Par exemple, ici, ils sont venus dans les villes. Ils sont venus à Sète, ils sont venus à Montpellier et ils sont venus à Béziers. On les a logés dans les bons hôtels. Et tout de suite, ça a été la fronde contre eux. C'est-à-dire, quand ils sortaient, les lazzi, vous le savez, hein, comme on les appelait, les matelins. C'était les macaronis. Les autres, c'était les frites, les boches. C'est-à-dire une opinion, une attitude de la population qui était moqueuse ou hostile ou haineuse. Il y avait ce fond de décor. Et puis, il y a eu quelque chose de, je crois, plus important, parce que ça, c'était qu'une fronde. C'est venu de l'université, Montpellier. Parce que à l'université de Montpellier, on venait de voir arriver des professeurs qui arrivaient de Strasbourg en particulier, en tout cas de nos régions nord-est. Ils avaient été chassés par les Allemands qui avaient un projet d'annexion immédiat. Alors on les avait d'abord envoyés à Clermont-Ferrand et puis ensuite certains ont été nommés à Montpellier. En particulier Pierre-Henri Tedjen qui était un professeur de droit. Et il y avait des professeurs d'économie, il y avait un peu toutes ces disciplines, excellents universitaires. Et les discours de ces professeurs étaient sans nuance. Ils décrivaient ce qu'était l'Allemagne, ils disaient ce qu'était le régime nazi. Et ils condamnaient ouvertement ce projet de collaboration avec un régime nazi qui écrasait les Allemands eux-mêmes. C'était des chahuts à l'université, il paraît que tous les cours de Pierre-Henri Tedjen, c'était le chahut parce qu'il y avait l'affrontement entre les étudiants qui penchaient pour la collaboration et les étudiants qui, au contraire, penchaient pour la résistance. La résistance intellectuelle, on peut dire, je crois, qu'elle a commencé à Montpellier. Je parle de la France entière, parce que la France du Nord, vous voyez, Paris, c'était corseté par les Allemands, sous administration militaire. Toute réaction négative était presque impossible. Tandis qu'à Montpellier, c'était encore possible. Alors, beaucoup d'étudiants se sont engagés dans la résistance. Ça n'a rien à voir avec Montoire. Hein. Évidemment, ils étaient contre Montoire, contre ce que Pétain avait dit à Montoire. Et ils ont créé, il y avait Marc Bloch aussi. Marc Bloch, qui était un juif, étant juif, n'a pas eu droit à l'enseignement. Il a été écarté, mais avec les autres professeurs et quelques Montpelliérains, ils ont formé le cercle d'études qui a préfiguré le Conseil national de la résistance. Donc c'est très important, la résistance intellectuelle à Montpellier. Et ils ont créé d'ailleurs un des tout premiers mouvements de résistance qu'ils ont appelé Liberté, avec un journal clandestin qui paraissait sous le même titre de Liberté. Les étudiants ont suivi, pour la plupart, ce mouvement de résistance. Et donc ça, c'est la rupture avec Montoire. Évidemment, c'est la condamnation de Montoire. Ils ont été en relation avec d'autres, très rapidement, d'autres universitaires ou résistants de Lyon et de Marseille. Je pense par exemple à Freinet, qui formait à ce moment-là l'un des premiers grands mouvements de résistance. C'est de là qu'il est parti. Freinet qui a créé Combat. Vous voyez, ce sont les racines qui sont là. Et
Et là, il n'y avait pas de problème pour juger Montoire, c'était la condamnation sans nuance, disons. Donc on peut dire que les grands mouvements de résistance de Lyon, de Marseille, et plus secrètement de Paris et de Montpellier, trouvent leur origine à cette époque-là, mais bien entendu pas dans l'esprit de Vichy. Vichy a été alors dénoncé comme collaborateur et ce n'était pas un compliment. Est-ce que il y avait quand même des étudiants qui étaient conservateurs et qui restaient attachés à l'image de Pétain et qui entendaient autrement le mot de collaboration en pensant encore que si on était les amis des Allemands, que si on souhaitait la victoire des Allemands, alors peut-être d'abord l'Allemagne nous en serait reconnaissante et puis aussi peut-être que c'était la bonne voie si Hitler finalement gagnait la guerre. S'il en venait à bout de l'Angleterre, s'il venait à bout des Russes ensuite, et si on était l'ami du vainqueur, alors on aurait une place de faveur. Il y a eu aussi ce côté qui se voulait réaliste, pragmatique, de gens qui ont opté pour les nazis et la collaboration parce qu'ils ont pensé que c'était la voie de la sagesse et de l'intérêt. Et comme ils gardaient une confiance mesurée en Pétain, alors, eh bien, c'était peut-être là. Si Hitler devait finalement gagner toutes ces guerres, il ne fallait pas rester son ennemi. Ça supposait un bouleversement complet du pays. Nous ne savions pas encore tout ce que comportait le régime nazi. On l'a su après. Il y a des gens qui l'ont su tout de suite parce qu'ils ont été les persécutés des nazis en France comme en Allemagne. Mais enfin, on n'avait pas encore l'image que nous a laissé le nazisme après la guerre parce qu'on ne savait pas grand-chose finalement, vous savez. Alors, qu'en était-il de ces gens qui pensaient plutôt pour une victoire allemande, qui y croyaient? Ils voyaient l'Allemagne tellement puissante militairement, qui réussissait tout. Qu'en était-il? Est-ce que c'est parce que Pétain avait dit « je collabore avec les Allemands à Montois » Est-ce pour ça qu'il s'engageait dans la voie de la collaboration? Moi, je dirais non. Ça les a évidemment arrangés parce qu'avoir l'aide de celui qui est au pouvoir, c'est toujours une facilité. Et ils ont pavoisé, ils ont tenu le haut du pavé, les collaborateurs. Ils n'étaient pas des collaborateurs honteux. Ils se sont beaucoup montrés, ils ont beaucoup nui. D'ailleurs, ils ont beaucoup dénoncé, en particulier les deux grands adversaires déclarés des Allemands et de Pétain, parce qu'il y avait quelques analogies idéologiques avec Pétain et les Allemands. Les deux grands ennemis de l'ordre que voulaient Pétain et Hitler, c'était les communistes, c'est pour ça qu'ils allaient forcément à la guerre avec eux, et les Juifs, victimes désignées, qui ont souffert tout de suite, puisque l'antisémitisme, c'était une des caractéristiques de Vichy, Pétain lui-même, et des collaborateurs. L'antisémitisme, ça a été nourri, favorisé. Vous avez sous les yeux l'affiche de propagande, c'est en 1941 à Paris surtout, mais ailleurs aussi. On a vu ces grandes affiches qui montraient le juif toujours caricature, et puis qui le présentaient comme biologiquement, c'était ça Hitler.
Pétain, c'était un peu différent. C'était plutôt un refus du rôle dans la société des Juifs. Mais qui n'hésitait pas à dire que les Juifs, eh bien, ils devaient être exterminés. Alors ça, c'était un point de contact, d'entente entre les deux hommes, les deux interlocuteurs de Montoire. Vous savez, il y a eu un premier statut des Juifs qui a suivi Montoire tout de suite, voulu par Pétain. C'est pas Hitler qui l'a demandé, ça. C'est une initiative de Pétain. Et un deuxième statut des Juifs, quelques mois après, au mois de mars, les Juifs étaient exclus de toutes les professions, pratiquement. Ils ont été spoliés. Tout le monde pouvait s'emparer de leurs biens. Ceux qui étaient dans le Midi et qui avaient cru qu'ils étaient à l'abri ont été rattrapés. Il y a eu une terrible journée en août 1942 et c'était à l'initiative du gouvernement français. Alors ils étaient arrêtés, fourrés dans des trains destinés aux bestiaux et envoyés d'abord à Drancy et puis ensuite en Allemagne. Vous connaissez l'histoire des camps, elle ne nous est plus inconnue. C'était une politique d'extermination. C'était un des aspects de la collaboration. Et il y a eu plusieurs films. Et les étudiants à Montpellier, un jour justement, on leur avait fait voir un film sur le Juif sus, qui était un film ancien, mais qu'on avait remis à la mode nazie. Et ils avaient vu, on leur avait fait voir le Juif sous un aspect évidemment très rebutant. Quand ils sont sortis, ils ont fait une manif, ici, ils ont fait une manif contre le film, contre ceux qui leur avaient fait voir ça. Et ils criaient, on garde nos Juifs et gardez vos navets. Après ce film qui était un film qu'ils avaient détesté, ils avaient bien fait, voilà. Alors, ça a fait partie évidemment de ce qui a un peu, disons, ça a beaucoup nuit à l'image de Pétain, même pour ceux qui aimaient Pétain, qui le vénéraient. Et les collaborateurs, c'est pas les gens qui ont entendu parler de Montoire et qui se sont dit voilà la vérité. Ce sont des gens qui étaient déjà dans cette ligne idéologique. Et bien avant, rappelez-vous ce qu'ont été en France et ailleurs les années 1930, avec les manifestations des ligues, des partis ultra-conservateurs, la manifestation contre le Palais Bourbon en février 1934, quand ils espéraient renverser la République. Pétain s'en est chargé de renverser la République. Voilà. Alors, disons, ce courant complexe, hein, quand même, ultra-conservateur, il était déjà dans l'admiration des dictatures comme celle des nazis. Montoire, bon, que le vieux Pétain fasse à la légende, il trouvait ça très bien. Il trouvait que c'était pas assez, qu'il aurait fallu mobiliser les Français et les envoyer aux côtés des combattants allemands. D'ailleurs, ça a été ce qui a été un peu fait, quand même en 1941 seulement et en 1942, parce qu'il y avait un parti français antérieur à Montoire
qui datait de 1935 et qui était le Parti populaire français, le parti de Doriot. Doriot qui avait été communiste autrefois, mais qui avait complètement changé d'opinion, qu'il a été dans le souhait de la victoire allemande, et le PPF était un parti puissant. Un parti puissant qui, vous voyez, n'est pas sorti de Montoire, il existait avant. Il allait très loin dans l'espoir de collaboration, beaucoup plus loin que Pétain. Et c'est lui qui, à partir de 1941, a trouvé qu'il fallait que nous allions nous battre avec les Allemands et qui ont créé la LVF, la Légion des volontaires français, en essayant de recruter, ça n'a pas été un succès, en essayant de recruter des volontaires contre le bolchevisme qui était évidemment autant détesté par Hitler que par Pétain. C'est donc, évidemment, je ne veux pas dire que tous les conservateurs des années 30 ont été favorables aux nazis, ce serait injuste, parce qu'il y a beaucoup, au contraire, des gens d'Action française ou des royalistes qui avaient battu le pavé en 1930 et 1934, mais qui ont été des résistants courageux. Donc, disons que notre paysage conservateur n'est pas entièrement gagné par la collaboration. Mais il était quand même important. Et ça a servi la cause allemande. Tout cela, le sort aussi bien de la résistance que de la collaboration, l'issue finalement dépendait des victoires allemandes. Je ne vais pas vous faire l'histoire de la guerre en 1942 et 1943, mais finalement, les défaites sont arrivées aussi pour les Allemands. La Russie a résisté, l'Angleterre a résisté, la résistance s'est fortifiée. Et puis, eh bien, en 1944, le débarquement des Alliés, d'abord en Normandie, puis en Provence, ont réglé la question. Il y a eu cette retraite allemande ici. Elle a été héroïque, la retraite, parce que pendant presque un mois, les Allemands en retraite, qui venaient du sud-ouest, ont traversé l'Hérault. Et nos maquisards ou nos groupes francs des villes ont tout fait pour les retarder et se sont battus à chaque étape de ces retraites allemandes qui allaient ensuite gagner la vallée du Rhône et puis rejoindre la première armée française qui elle-même allait rejoindre les troupes débarquées en Normandie. Vous voyez, c'est l'issue très difficile. Hein. Les Allemands ont résisté jusqu'au dernier hiver, mais les collaborateurs ont été emportés par la vague. Et si j'ai mis la photo de Sigmaringen, qui est une ville de Hesse, en dernier, c'est parce que c'est là que Pétain a été entraîné avec d'autres collaborateurs comme les miliciens qui avaient tellement tourmenté les Français. Et évidemment, tous ceux qui craignaient, à juste titre, l'épuration, ils ont tous suivi, dans la mesure où les Allemands le permettaient, ils ont tous suivi les forces allemandes et les collaborateurs avec Pétain en tête qui le suivaient, Laval. Et ils ont été un peu de temps dans la forteresse de Sigmaringen, et puis les Allemands ont renvoyé Pétain en France. Mais vous savez, il a passé par la Suisse, après par la France du Nord-Est, et il a été acclamé, Pétain. Il était encore populaire, il était encore aimé. Et
Après, c'est une autre histoire, c'est le jugement. Il a été évidemment condamné à mort et gracié par De Gaulle. Merci. Alors, merci Madame Chauvin. Alors, peut-être on va donner la parole à la salle. Il peut y avoir des questions sur l'Hérault, je pense, qui peuvent peut-être être posées, puisque Madame Chauvin a travaillé spécifiquement sur cette question dans le cadre du livre paru en 2015. Donc, peut-être des précisions à ce propos. Merci. Merci pour votre conférence, madame. Vous parlez bien fort parce que moi... D'accord. Bon. Je dis merci pour votre conférence, d'abord. J'ai 3 questions. Vous avez évoqué au début de votre conférence la rivalité franco-britannique en Afrique. L'entente cordiale de 1904 avait en principe pourtant réglé ce problème. Donc je voulais savoir ce que vous vouliez signifier en évoquant cette rivalité entre 1904 et 1939. Le monsieur, il demande la rivalité franco-britannique. La rivalité entre la France et l'Angleterre avant-guerre. Pourquoi le reposer, en gros? Ah, bon, ça... En 1904, en principe, on avait réglé ce problème. Voilà. Ça rentre dans l'histoire de la colonisation, parce qu'on s'affrontait... D'abord, on a fait quelques guerres ensemble. On s'affrontait sur la question africaine, c'est là-dessus. Mais depuis le début du XXe siècle et l'entente franco-anglaise, ces querelles s'étaient un peu apaisées. Nous étions en force en Afrique équatoriale. Et d'ailleurs, De Gaulle et les Anglais ont essayé par exemple au Sénégal, ils ont essayé d'obtenir l'alliance des ondes des gouverneurs français, mais les gouverneurs français sont parfois restés favorables à Vichy, d'autres non, comme au Tchad, où, au contraire, ils ont pris le parti de Gaulle et des Anglais. Voilà, il y a eu une lutte d'influence entre la France et l'Angleterre qui continuait, et ça les Allemands voulaient jouer là-dessus. Ils avaient peur que l'Afrique équatoriale bascule du côté anglais. Oui, je sais bien. bien. Et bon, effectivement, la France, les territoires africains ont joué un grand rôle après dans la fin de la guerre. Hein. Effectivement. Alors, je continue mes questions. Je vous les livre toutes les deux. Vous avez parlé de l'éclair et du petit méridional. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de la tendance politique de l'un et de l'autre et de leur rôle à ce moment-là, juste pendant l'occupation? Et ma deuxième question... La presse. Ma dernière question concerne l'attitude de l'armée allemande et de l'affrontement entre l'armée allemande et la résistance pendant la débâcle. Il y a eu des massacres. Mais je vous comprends totalement. Voilà. On va commencer. La presse, d'abord. Oui. Faire un petit topo. L'éclair, petit méridional. Oui. Tu l'as fait déjà. Vous savez, la presse a été censurée partout, parfois interdite. Inutile de vous dire que la plupart des journaux étaient clandestins. Donc, localement, ici, il y avait 2 journaux autorisés, qui d'ailleurs... à cause de cette autorisation, même s'ils n'avaient pas fait grand-chose, je pense au Petit Méridional, ça a été fini après, en 1944. Ils ont eu un procès, il y a eu un procès de la presse. Et on aura interdit de paraître, et les locaux ont été remis au Midi Libre ou à la Voix de la Patrie. Donc, oui, les 2 journaux tenait un discours différent quand même. Hein. L'Éclair avait toujours été le journal du Midi blanc. Toujours le journal
qui était assez sensible à la tentation royaliste, très proche de l'Église catholique et qui avait été très hostile au Front populaire, n'en doutez, et au gouvernement de Daladier. Donc, eux, ils faisaient comme Pétain, ils condamnaient l'entrée en guerre de la France contre l'Allemagne. Ils n'auraient pas voulu faire la guerre à l'Allemagne qu'ils admiraient. Ils admiraient les systèmes dictatoriaux, le fascisme aussi, et ils en faisaient l'éloge, ils faisaient la propagande pour justement que la France abandonne ses traditions républicaines. Ils les condamnaient. Et c'est pour ça que lorsque la guerre est survenue et notre défaite, Leclerc a eu toutes les faveurs allemandes, évidemment. Le petit méridional, c'était autre chose parce que c'était des radicaux, c'était des radicaux modérés, hein, qui étaient assez neutres, quoi. Ils rendaient compte, dans la mesure où on leur donnait le droit de rendre compte, en général, ils ne prenaient pas parti, mais évidemment, ils n'ont pas fait de résistance ouverte, sinon ils n'auraient pas été autorisés, tout simplement. Et ils ont été condamnés aussi par un tribunal de la libération. Tous les deux. Mais Leclerc s'est vraiment engagé, oui. Bon, je termine mes questions, et c'est la dernière. On se souvient des massacres à Tulle, dans le Limousin. Qu'en est-il de la confrontation au moment de la débâcle dans l'Hérault? Que s'est-il passé? Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de la façon dont s'est passée la débâcle allemande et de la résistance française? La libération. Oui, la libération. Donc, à la libération, qu'est-ce qui s'est passé dans l'Hérault? Est-ce qu'il y a eu des massacres, etc. Udemann? Oh, c'est toute une histoire, ça, l'épuration. Pas l'épuration, l'affrontement. Hein? Je ne parle pas de l'épuration, je parle de l'affrontement entre l'armée allemande. L'armée allemande d'un côté et la France et les résistants. Oui. À la libération. Oui, bien. Comment ça s'est passé concrètement? Comment ça s'est passé? C'est bien complexe. Mais enfin, je vais essayer de vous répondre. Écoutez, d'abord, il y a eu le départ. Il y a eu le départ des troupes allemandes, hein, d'occupation. Et le départ des miliciens, cette espèce de police qui avait été créée par les Français et qui avait été les auxiliaires des Allemands pour leur violence, leurs exactions, etc. Donc, ils ont fui, beaucoup ont fui, mais en même temps, il y avait l'installation très rapide de nouveaux pouvoirs prévus par De Gaulle, par la France libre, en particulier Bounin, qui a été évidemment qui a été choisi par De Gaulle pour diriger la région. Il venait du PSF pourtant. Bounin était venu avant même le départ des Allemands. Il y avait donc un nouveau pouvoir qui était à Montpellier, hein, pour ce qui nous concerne, qui était à Montpellier et qui avait été choisi par la France libre, par les hommes de la France libre, par De Gaulle. Bon. Dans chaque région, c'était pareil. Mais les résistants voulaient du pouvoir. Ils s'étaient battus avec l'espoir d'avoir du pouvoir. Certains même, en particulier les communistes, avec l'espoir de faire la révolution. C'est-à-dire mieux que la République, à leur avis. Cet espoir d'avoir le pouvoir, je pense à la Corse, qui est mon territoire d'origine. Les Corses, eux, ils sont allés loin. C'est une poignée de communistes qui avaient pris la tête du mouvement résistant. Et lorsque les Italiens, c'était les Italiens, il n'y avait pas beaucoup d'Allemands,
lorsque les Italiens sont partis, ils ont déclaré insurrection. Ils se sont installés dans les préfectures. Ils ont poursuivi les quelques forces allemandes venues de Sardaigne qui gagnaient l'Italie. Ils se sont battus. Et eux aussi voulaient la révolution. Il y avait même eu une tentation de faire des kolkhozes dans la Corse du Nord, mais ça a tourné court et d'ailleurs, même Maurice Thorez n'a pas accepté. Alors l'idée de révolution communiste, elle n'a pas du tout été soutenue par la France libre. Ce qui est ici, ce sont les maquisards qui avaient poursuivi les Allemands dans leur retraite. Ce sont les maquisards qui sont descendus, parce qu'ils étaient pour la plupart ou la région de Clermont ou le Massif central. Ils sont descendus dans les villes. Pas seulement Montpellier, mais aussi Béziers, Sète, etc. Et évidemment, ils étaient très désireux qu'on les écoute et qu'on fasse ce qu'ils voulaient. Et ils voulaient en particulier s'en prendre à ceux qui avaient été collaborateurs. Ils étaient emmenés par Gilbert de Chambrun, qui a été le chef de la résistance de la région, qu'on appelait le Marquet Rouge. C'est ici, il y a quelques années, j'avais fait une conférence sur le Marquet Rouge. Gilbert de Chambrun, qui venait de Lozère, mais qui avait su, petit à petit, ça n'a pas été facile, unifier les résistants, et qui avait payé de sa personne. Alors, ils sont venus, ils ont eu l'ordre d'aller vers les villes dès que les Allemands ont fait retraite et d'occuper les villes. Et ceux qui étaient chargés de la police, en quelque sorte, de la recherche des coupables, de la punition des coupables, étaient enrôlés dans une nouvelle formation combattante, d'ailleurs, qu'on appelait les FFI, Forces françaises de l'intérieur. Je peux vous dire que du mois d'août au mois de décembre 1944, les FFI, ici, ont fait la loi. Gilbert de Chambrun a un peu laissé faire, mais c'était tellement fort, ce désir de revanche, ce désir de vengeance, ce désir de punition. Alors, il y a eu des cours martiales FFI devant lesquelles on a traduit des collaborateurs et il y a eu des condamnations à mort. Hein. Et puis, après, le pouvoir légal, celui de la France libre, Bounin a réussi à organiser assez vite un tribunal spécial et à rétablir un peu l'ordre parce que c'est allé loin ici, les violences. Et par conséquent, il y a eu une cour de justice pour les plus coupables et ici, et une antenne à Béziers, et des chambres civiques pour les collaborateurs de moindre gabarit. Alors, il y a eu toute une période, ça a duré jusqu'en 1948, les tribunaux spéciaux, sur lesquels il y a eu de très bonnes publications ici, ça allait parfois de quelques jours de prison à la condamnation à mort. Mais ça a été une période de rivalité entre ces tribunaux. Et puis finalement, à la fin de l'année 1944, au mois de décembre, comme on avait besoin, dans la première armée qui remontait la vallée du Rhône, on avait besoin de soldats, les FFI ont été appelés à rejoindre les combattants. Et beaucoup l'ont fait. Et Gilbert de Chambrun, le premier, qui est allé se battre, il s'agissait là d'aller
Jusqu'en Allemagne, c'est ce qui a été fait. Mais les FFI d'ici, et de Lozère et du Gard, ont été nombreux. Ils ont pu faire plusieurs divisions avec ces soldats volontaires. Vous voyez. Évidemment, cette période de l'épuration, elle a laissé des blessures, des traces, des rancunes. Mais d'un autre côté, c'était, vous savez, ce désir de vengeance, je ne crois pas que De Gaulle aurait pu l'empêcher, le contenir. Il a réussi à contenir le désir de révolution. Et parce qu'on a installé des pouvoirs issus de la résistance dans, par exemple, les comités de libération autour de Bounin, comité de libération, comités départementaux et comités dans chaque comité locaux. Par exemple, le comité local de Béziers, il avait franchement choisi l'anarchie, lui. Il n'écoutait personne et même pas le nouveau gouvernement de Gaulle. Et puis ça, c'est petit à petit calmé. Ça a été comme une fièvre, vous voyez. Une fièvre, une rancune, une vengeance. Voilà. Ça n'a pas toujours été très joli. Mais après la reprise, avec la reprise du combat, enfin la victoire sur l'Allemagne, ça s'est peu à peu apaisé. Je ne sais pas si ça l'a toujours été dans les mémoires. Hein. Enfin, pour Montoire, vous voyez, dire que ça a été la racine de la résistance ou de la collaboration, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je dis non. Non. Ça a accompagné, ça a été jugé, ça a réglé l'affaire du mythe Pétain, mais ça n'a pas été... ça n'aurait pas empêché la résistance et ça n'a pas été la cause première de la collaboration. Je crois qu'elle était déjà prête, la collaboration. Je voudrais savoir, ça marche. Je voudrais savoir si la rencontre de Montoire est la seule entre Pétain et Hitler. Est-ce que c'est la seule rencontre entre Pétain, Hitler, Montoire? Ah oui. La seule. Est-ce que Oui. Est-ce que Laval était présent ou non? Laval était présent. Pierre Laval était-il présent? Laval était... Alors, c'était la seule rencontre. Laval était présent, bien sûr, mais en coulisses. Il n'a pas participé à l'entretien. À l'entretien, vous l'aviez dans le salon tout à l'heure. Il y avait juste, comme français, il n'y avait que Pétain, je crois. Ouais. Hein? Alors, il paraît... moi, j'avais entendu un historien dire que quand Hitler a vu Laval, il a vu cette tête, il n'était pas très beau, Laval, il portait un nom de ville. Traduit. Alors, il s'est dit, est-ce que c'est un juif comme chef de gouvernement? Qu'est-ce que vous en pensez? Techniquement, c'est plus compliqué. Ça a l'air compliqué. Non, en fait, Hitler aurait été un peu horrifié par Laval. Comment? Hitler, oui. Par sa tête et pas par son nom. Un peu horrifié par le physique de Laval. Et son nom. Il le comparait à un juif, celui-là. Mais pas ce que c'est. Ah, ça, je ne l'ai jamais lu. Si, moi, je l'ai entendu plusieurs fois dit par des historiens. Il n'avait pas une tête juive. Ben, il avait... Moi, je ne sais pas. Non, mais il avait un nom de ville, quand même. Hein. Un nom de ville, quand même. J'avais une autre question, mais j'ai oublié. Non, je sais que Franco s'est répandu en invective contre les bêtes. Je sais que Hitler s'est répandu en invective contre Franco. Ouais. Et qui se ferait arracher toutes les dents plutôt que de parler encore à cet homme-là. Mais je n'ai pas eu d'écho de propos venant de Pétain ou venant de Hitler sur Pétain.
Si vous pouvez me donner la source, parce que Alors, deuxième question. c'est possible. Deuxième question. Comment se fait-il que François Mitterrand, qui a travaillé pendant assez longtemps dans le premier cercle de Pétain à Vichy, qui a été décoré de la Francisque, donc la plus haute récompense, comment se fait-il qu'il ait échappé à la libération, à des sanctions? On sait, notamment par le livre de Pierre Péan, On le savait avant, hein. non mais on sait notamment par le livre de Pierre Péan que Ah oui. Mitterrand a eu la Francisque. Il a travaillé longtemps, hein. Comment ça se fait À Vichy. qu'on l'ait appris tardivement en quelque sorte? Non, on le savait, hein, on le savait. Tardivement quoi? Non, mais dans l'opinion publique en général, ça a été appris tardivement à part celle de Pétain, Oui. de Péan. Quoi. Oui, non, mais on le savait avant quand même. La photo. Oui, il a beaucoup, Oui. mais elle n'était pas très répandue à l'époque. Et 90 avec le livre. Non, mais comment se fait-il qu'il ait échappé En fait, aux sanctions? un vichisto résistant. En fait. Il n'était pas du tout résistant, hein, non. Ça, c'est un autre Ouais. débat. Est-ce que Mitterrand, il a été un peu avec Pétain? Beaucoup, même. Beaucoup selon madame, on peut pas discuter. Hein. Ouais. Il y a des Non, mais pendant plusieurs mois. Hein. résistants aussi. Donc. Non, il Excusez-moi. n'était pas du Vous résistant. posez le problème de En Mitterrand, la Francisque, c'est ça? Oui. C'est ça? Oui. Oui, il a reçu la Francisque parce que très vite, alors que je crois que c'est en 42 d'ailleurs, en 42, il s'est présenté à Pétain en lui disant l'intérêt qu'il éprouvait pour le sort des prisonniers. Oui. Et c'est pour ça que, comme c'était un souci pour Pétain aussi, hein, il avait espéré d'ailleurs que Hitler lui ferait des concessions là-dessus. Et c'est pour ça que Pétain a chargé Mitterrand de la question des prisonniers. Il l'a chargé d'étudier, de faire des rapports, voilà. Et il a été dans l'entourage à cause de ça. Oui, Et finalement, c'est ça qui lui a valu la Francisque. Oui, mais enfin, il a travaillé pendant des mois à Vichy, hein, dans le cercle proche de Pétain. Et, pourquoi est-ce qu'il a échappé aux sanctions? Pourquoi il n'a pas été puni à la libération, en gros Parce qu'il y a des gens qui ont été tués pour faire, alors qu'ils avaient fait très peu de choses. Oui, il pouvait le redouter. Il pouvait le redouter. Mais ça n'a pas été parce que, comme tant d'autres, entre 42 et 44, il a évolué, qu'il a eu contact avec des gens de la France libre. C'était quand même un politique connu. Et qu'il a, sans quitter jamais la question des réfugiés, puisque finalement c'est ça qu'on lui a reconnu, mais il n'a pas été un collaborateur actif dans d'autres domaines. Alors, on pensait bien que Pétain était ravi de voir Mitterrand venir lui demander quelque chose, fût-ce le sort des prisonniers, mais il ne sait pas. Et à ma connaissance, à notre connaissance, on découvrira peut-être des choses à la recherche, hein, mais à notre connaissance, il n'est pas allé plus loin. Donc, il a été un peu dans le cercle des pétainistes à cause de son intérêt pour eux. Et à la libération, il n'a pas été traduit, même pas devant une chambre civique, parce que la France libre lui avait donné mission secrètement, justement, de travailler au service des réfugiés et puis de s'en occuper lorsque la guerre finit, les prisonniers reviendraient. Voilà. Deux missions alternées. Bien. Un grand merci, Madame Chauvin. Donc, prochain rendez-vous le jeudi 22 janvier avec une conférence sur la chanson pendant la Seconde Guerre mondiale par Véronique Sassetti Aguilera, qui est la directrice adjointe des archives départementales et la commissaire de l'exposition que vous avez au rez-de-chaussée.
Voilà, merci. Merci.